Salut Catherine, salut Pablo, J-10. Salut. Salut. J-10, on va parler de l'affaire McKinsey aujourd'hui, tous les trois. Cette affaire, en gros, pour la faire courte, pour ceux qui n'ont pas vraiment entendu, ça n'a peut-être pas fait le tour du monde encore, mais quand même, un cabinet de conseil, grosso modo, il participe de l'aide à la décision, il intervient dans les décisions publiques, les décisions politiques, c'est dans les administrations, dans les entreprises publiques, mais aussi dans les cabinets ministériels et auprès des plus hauts décideurs politiques. C'est le cabinet McKinsey qui est aujourd'hui au cœur de la polémique. C'est un cabinet américain, privé, et qui a visiblement eu un rôle très important, majeur presque dans la crise sanitaire. Il y a même un livre qui est sorti qui s'appelle Les Infiltrés qui révèle que 12 millions d'euros ont été engagés pour consulter ces soi-disant experts. Eliane Assassi, rapporteur aussi d'une enquête parlementaire, a fait cette révélation de 1 milliard d'euros consacrés à des cabinets de conseil pour aider à la décision publique, rien que pour l'année 2021, et a aussi fait la révélation que ce même cabinet ne payait pas ses impôts en France depuis au moins 10 ans, en tout cas pas d'impôts sur les entreprises. Macron parle en disant que bon, tout ça est sans intérêt, il n'y a pas matière à polémiquer là-dessus, ça a toujours été le cas, ça a toujours été vrai, et que s'il y avait un problème, ils n'ont qu'à aller au pénal, ceux qui ne sont pas contents, a-t-il dit. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans cette histoire, vous deux, Pablo? Moi, je pense qu'il y a trois niveaux d'analyse sur la question là, des cabinets de conseil qui travaillent pour l'État. Le premier, bon, c'est la question des impôts. Il y a beaucoup de gens qui mettent ça en avant. Je pense que ce n'est pas la question principale parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises, hélas, qui travaillent avec l'État et qui ne payent pas d'impôts en France. Donc, bien De évidemment, beaucoup d'entreprises tout court, hein, Pablo. beaucoup d'entreprises tout court. Oui, mais là, c'est tout spécifiquement celles qui travaillent, qui ont des contrats avec l'État. C'est ça qui emmerde les gens, en gros. Mais bon, voilà, ce sont pas les seuls. Après, il y a la question de la gabegie, c'est-à-dire qu'effectivement, les sommes sont astronomiques. Et ce qui a été réveillé dans le rapport d'Eliane Assassi, et elles sont d'autant plus astronomiques qu'on se dit que normalement, les compétences en fait qui sont externalisées dans ce type de cabinet devraient être celles de fonctionnaires en fait. Moderniser l'action de l'État, il y a des fonctionnaires normalement qui sont à même en fait de porter les réflexions, à même de moderniser la question de l'État. Et ça m'amène sur le troisième point, qui est à mon avis le point le plus grave. En fait, c'est qu'est-ce qu'ils produisent en fait. Moi, j'ai fait partie d'un cabinet de conseil comme ça pendant 1 an et demi. Et en fait, non, mais c'est vrai, il y a maintenant longtemps. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce type de cabinet de conseil? En fait, on restructure au nom en fait En gros, on essaie de fluidifier le capitalisme, c'est-à-dire qu'on est là, on a des objectifs qui sont très très éloignés de l'intérêt général, hein, et on imagine, et c'est là que, à mon avis, qu'il y a tout le problème, c'est qu'en fait, on imagine que l'État, dans les cabinets ministériels, ce qui prime, c'est l'intérêt général. Or, ces cabinets, ils viennent rationaliser en fonction de grilles de lecture qui sont des grilles de lecture du monde de l'entreprise. Ils viennent en gros traiter l'État comme une entreprise, faire comme si genre, il devait avoir une place sur un marché, être compétitif, etc. Or, tout ça, à mon avis, c'est très éloigné de la culture en fait, du fonctionnariat et de l'action publique. Néanmoins, ça met le doigt sur quelque chose d'important qui est la question de la modernisation de l'administration, hein, et de l'action publique. C'est une question qui est très ancienne, hein. Moi, je me souviens au début, François Hollande avait dit « Moi, je veux en faire un ministère très important ». Il avait nommé un ministre qui était en charge de ça, etc. Ça a été un foirage complet. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à moderniser, on n'arrive pas à changer la culture au sein de l'État. Moi, je pense qu'il faudrait qu'elle mérite en fait d'être modernisée, mais dans le bon sens, pas modernisée dans le sens de transformer ça comme une entreprise du CAC 40, mais plutôt essayer de la transformer pour aller vers plus d'intelligence collective, aller au plus proche de l'intérêt général. Il y a ce sujet-là, mais Catherine, qu'est-ce que ça dit du rapport d'Emmanuel Macron finalement avec la fonction publique? On l'a vu, il a voulu supprimer l'ENA pour en faire une autre chose et moderniser évidemment la haute fonction publique. Mais en même temps, on sait comment il fonctionne, c'est-à-dire c'est aussi la Startup Nation. Emmanuel Macron, il fait confiance au privé. D'ailleurs, dans cette affaire, l'implicite de cette affaire, c'est aussi ses connexions, lui, personnelles, avec beaucoup des membres du cabinet de McKinsey qui étaient dans la campagne d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2017, pardon. Oui, en fait, il est de cette culture-là vraiment. C'est-à-dire quand on dit c'est un banquier, ne faut pas croire qu'il gérait les comptes personnels des salariés. C'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, il est comme les banquiers qui donnent des conseils et mettent en œuvre des stratégies, etc. C'est-à-dire qu'il est de ce monde
de la culture de la réflexion stratégique dont se prévaut les cabinets de conseil. Alors, les cabinets de conseil, ils sont dans un implicite, c'est-à-dire qu'il y a l'implicite du marché, ce qu'a dit Pablo, et en fait, c'est une affaire qui remonte à très longtemps. Ça fait depuis 1965, en fait, que l'idée qu'il faut qu'il faut moderniser l'État et que pour moderniser l'État, il faut introduire de la culture du privé à l'intérieur de l'État, c'est depuis le milieu des années 60 que tous les gouvernements, les chefs d'État ont essayé de le faire progressivement. Je dirais Emmanuel Macron, il en est une expression un peu paroxystique parce qu'il est lui-même, en fait, un homme de cette culture-là. Mais c'est quelque chose qui irradie. Quand on parle de la gauche et de la droite de gouvernement, au fond, c'est de ça dont on parle. C'est-à-dire, c'est de cet univers dans lequel la bonne gouvernance, elle est implicite et donc à la fois dans ses objectifs et dans ses méthodes. Et c'est de ça dont il est question. Et c'est cette culture-là qui est au cœur, en fait, de la politique française depuis les années 60 et avec une aggravation très certaine aujourd'hui. Je le disais, Emmanuel Macron, mais aussi c'est les membres de la majorité, puisqu'il a quand même envoyé 2 de ses ministres hier. D'ailleurs, c'est confusion des genres. Est-ce qu'ils parlent pour le candidat depuis leur ministère, etc. 2 ministres, un de gauche, un de droite, enfin, en tout cas, un classé à gauche, un classé à droite, plutôt Olivier Dussopt et puis Amélie de Montchalin, a expliqué que tout ça était tout à fait légitime, qu'il n'y avait rien qui s'apparentait à un délit. Emmanuel Macron lui-même a réagi. Il a dit que si les gens avaient des doutes, qu'ils aillent au pénal. Ça rappelle un peu qu'il vienne me chercher d'ailleurs. Est-ce que ça peut lui coûter cher cette histoire d'après vous? Moi, je pense à 10 jours. À 10 jours. Vas-y, Pablo. Non, mais moi, je pense que la question du délit, c'est totalement hors de propos. Je pense qu'ils ont. En plus, si Emmanuel Macron le dit, hein, je ne dis pas que tout ce qu'il dit est juste et vrai, mais je pense qu'il n'y a pas de délit. Le problème, il est d'ordre de politique, hein, et on vient d'en parler. C'est un état d'esprit, en fait. C'est pour ça que je te pose la question, est-ce que ça peut lui coûter cher à J-10? Est-ce que politiquement, c'est une affaire qui peut être embêtante, embarrassante pour Emmanuel Macron à J-10? Bah, le problème, moi, ce que je vois sur à la fois les journalistes et sur les réseaux sociaux, c'est qu'on met l'accent sur la gabegie et sur le fait que c'est beaucoup d'argent. Mais en vérité, oui, c'est beaucoup d'argent, mais le problème central, il est idéologique, en fait. On ne peut pas, c'est-à-dire que la logique capitaliste qui est portée en fait par ces cabinets de conseil, parce qu'il faut voir en fait ce qu'ils font, hein, dans les entreprises. Hein. Ils les restructurent, ils virent les gens pour faire pour que les entreprises soient plus rentables. Ils veulent faire des économies partout, etc. S'ils commencent à appliquer ça au secteur public, mais ça va être une boucherie. Hein. C'est-à-dire que la boucherie sociale qu'on est en train de voir se profiler pour le secteur privé, en vérité, elle va aussi se passer, à mon avis, dans le second quinquennat sur le secteur. Et elle se passe déjà. Il n'y a pas eu tellement de gens qui ont été virés. On n'a pas réduit la masse de fonctionnaires pendant ce quinquennat. Le nombre allez, une minute, J-10, ça peut coûter à Emmanuel Macron cette affaire? Le nombre de fonctionnaires qui aujourd'hui sont employés en CDD, tu vois les ravages de la gestion à l'hôpital par la tarification. Donc cette logique-là, elle est déjà à l'œuvre. Donc je veux dire, ça va être une aggravation, mais c'est déjà le cas. Et c'était déjà traité dans un film qui était intéressant, qui s'appelait L'exercice de l'État. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il avait une dizaine d'années et c'était déjà la question du pantouflage, de cette prolifération du privé à l'intérieur du public. Et puis, les mecs, quand ils ont fait du public, ils vont dans le privé valoriser leur carnet d'adresses. Moi, je note un petit truc avant qu'on se sépare, c'est que Mélenchon a dit une phrase qui m'a interloquée dans le meeting du Prado. Il a dit, moi, ce que je veux, c'est séparer l'État du capitalisme. C'est-à-dire que cette question de l'État, il en fait une question, je ne sais pas si je suis d'accord avec cette affirmation, mais en tout cas, il en fait une question politique qu'il essaie de formaliser comme un objectif. Et ce matin, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres les professions de foi. Et la profession de foi de Marine Le Pen, c'est femme d'État. C'est-à-dire que la question de l'État, je pense que la question de l'État devient une question politique sur laquelle se positionnent Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Tiens.
Et clairement, Emmanuel Macron se sert de l'État pour les intérêts privés, pour la peine. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit à travers l'affaire McKinsey. Ça y est, on a fait 10 minutes, la promesse est tenue. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la position de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, elle est en part différence avec celle d'Emmanuel Macron, qui est de défaire l'État, tandis qu'eux disent qu'ils veulent refaire l'État. Et il me semble qu'en France, ça a du sens. Allez, merci à tous les deux. J-10, demain J-9. À demain.